Muy buenas madridistas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, neuvième journée du championnat espagnol, avec la réception d'une très bonne équipe de Villarreal au Bernabéu. À la clé, une victoire 2-0 avec des buts de Federico Valverde et Vinicius Junior. La victoire a été malheureusement ternie par la grave blessure de Dani Carvajal, qui à l'heure où je tourne la vidéo a été diagnostiqué avec une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une victoire qui nous a permis de pouvoir dégager 3 points. Le premier point qui va concerner cette incapacité du Real Madrid à pouvoir garder un rythme constant tout au long du match. Est-ce que c'est dû à un schéma tactique qui n'est pas adapté à l'effectif d'aujourd'hui? Est-ce que le retour du 4-4-2 va pouvoir répondre à cette incapacité-là? Et pour finir, avec la blessure de Carvajal, on verra ensemble quelles sont les alternatives que le Real peut avoir pour combler son absence et pour combler les différentes absences que peut avoir le Real Madrid. On l'a vu avec l'effectif qui est pas très garni du Real pour cette saison-là. Commençons cette analyse-là avec le premier point et cette incapacité du Real Madrid à pouvoir garder un rythme constant tout au long du match. C'est ce qu'on a vu aussi aujourd'hui sur ce match-là avec une équipe à deux visages, une équipe qui en première mi-temps, sur les 30 premières minutes, n'arrivait pas vraiment à pouvoir imposer un pressing assez constant sur l'équipe de Villarreal. On se retrouvait avec une équipe de Villarreal qui arrivait à ressortir les ballons très facilement, à pouvoir trouver les milieux de terrain ainsi que les ailiers, de pouvoir toucher aussi les attaquants sur les ballons longs, qui leur permettait de pouvoir sortir les ballons et pas forcément se focaliser que sur des sorties courtes avec Parejo qui a été vraiment énorme sur ces 30 premières minutes, qui était vraiment au cœur du jeu, qui était le joueur qui dictait un peu le rythme de cette équipe-là de Villarreal. On l'a vu sur les 30 premières minutes, faire ressortir les ballons, faire basculer le ballon d'un côté à un autre, trouver des passes verticales vers l'avant sur les attaquants qui étaient très tranchants et justement sur ces 30 premières minutes, c'est là où on a vu les meilleures occasions de Villarreal, c'est là où on a vu les arrières du Real Madrid qui étaient mis en danger, surtout que avec ce schéma-là, on n'a pas forcément des ailiers qui reviennent défendre et qui reviennent pour aider les défenseurs à bien défendre leur position. On a vu Bellingham et Modric de l'autre côté pouvoir assurer ce repli-là, ne donnant pas la possibilité à Vinicius et à Modric de faire ce repli et de pouvoir les aider, et notamment empêcher Daniel Parejo sur ces 30 premières minutes, l'empêcher de pouvoir distribuer le jeu avec peut-être un Vinicius ou un Mbappé qui pouvait très bien le presser. Un peu ce que faisaient les équipes qui jouaient contre le grand Barcelone à l'époque ou contre Manchester City maintenant, de pouvoir bloquer que ce soit Busquets ou Rodri, de pas leur donner la possibilité de faire le jeu et de pouvoir imposer un rythme pendant le match. Une fois que Vinicius et Mbappé ont commencé à faire ce pressing-là, à pouvoir empêcher les relances du gardien de Villarreal, de pouvoir faire des relances courtes, une fois qu'on a commencé à voir ça, le Real a commencé à reprendre un peu l'avantage sur cette équipe de Villarreal avec Vinicius et Mbappé qui allaient presser les défenseurs de Villarreal et le gardien, les empêchant ainsi de pouvoir ressortir le ballon proprement, de pouvoir trouver à chaque fois des solutions, que ce soit au milieu de terrain ou de pouvoir toucher leurs attaquants. Donc ça, on l'a vu à partir de la 30e minute. Des joueurs qui allaient un peu plus vers l'avant, un bloc qui a commencé aussi à remonter, ce qui a donné la possibilité au Real de pouvoir non seulement se créer beaucoup plus de situations, donner aussi à Vini un peu plus d'espace et sur le côté gauche afin qu'il puisse aller percuter et provoquer son arrière. C'est ce qu'on a vu avec Vinicius qui était très remuant sur ce match-là. Je pense que c'est son meilleur match depuis le début de saison. Il commence à reprendre un peu confiance, notamment sur ses dribbles. On le voit un peu hésitant, on l'a vu un peu hésitant sur les matchs d'avant. Il tentait pas nécessairement plus de dribbles que d'habitude à mon goût. Donc là, il a repris un peu son rythme de croisière entre guillemets avec des dribbles incessants tout au long de la fin de la première mi-temps ainsi que sur la seconde mi-temps. On a commencé aussi à voir
quelques automatismes revenir, notamment au milieu de terrain avec le retour de Camavinga qui a apporté ce côté technique-là sur les sorties de balles. On a vu un retour au 4-4-2 qui a été décidé par Ancelotti. Ça lui apporte quelques garanties, notamment défensives, sur le repli. Mais d'un autre côté, sur le plan offensif, on n'a pas cette garantie-là de pouvoir faire mal à chaque fois, avec un schéma qui, à mon avis, nécessite des latéraux qui peuvent être très hauts, des latéraux qui sont très offensifs pour aider justement les milieux de terrain et les attaquants devant, pour qu'ils puissent leur donner la possibilité de rentrer un peu plus dans l'axe et pas forcément rester sur les côtés et pas trouver de solutions dans l'axe, que ce soit dans les centres ou quand les équipes ou quand les joueurs essaient de pouvoir faire des combinaisons et trouver un jeu un peu plus vertical. Ce schéma-là, en tout cas ce qu'on a vu sur ce match-là, c'est un Bellingham qui était perdu, un Bellingham qui ne savait pas où se positionner, qui savait pas s'il devait faire son repli défensif ou plus assurer un travail ou des tâches défensives que plutôt des tâches un peu plus offensives. Alors je m'explique, si on fait une comparaison entre le Bellingham de la saison dernière et le Bellingham de cette saison, déjà on est à beaucoup moins de buts. Cette saison-là, Bellingham est à 0 but comparé à la saison dernière où il était à 8 ou 9 buts, si je dis pas de bêtises à cette période-là de l'année. Alors tout simplement à cause d'un positionnement qui est un peu plus bas cette année comparé à l'année dernière, avec l'arrivée de Mbappé qui se positionne plus comme un numéro 9, qui ne dézone pas forcément sa position, ne donnant pas la possibilité à Bellingham de s'incruster un peu plus dans la surface de réparation, apporter son jeu de tête, qui est bon à mon avis. Donc un Bellingham qui était perdu entre les lignes, qui ne faisait pas forcément les bons appels. Donc à mon avis, je pense qu'il n'a pas encore ses automatismes sur ce poste-là, avec un Mbappé un peu plus devant par rapport à lui. Donc je pense qu'ils doivent travailler sur cette partie-là, avoir cette connexion entre les deux. Surtout qu'on a remarqué ça sur le match d'avant contre Alaves avec le but d'Mbappé qui est venu grâce à une passe verticale de Bellingham. Donc je pense que sur ces schémas-là, le Real va pouvoir être plus dangereux. Je persiste encore à dire que c'est l'équipe de Bellingham, c'est pas l'équipe de Vinicius, c'est pas l'équipe de Mbappé, mais c'est bien l'équipe de Jude Bellingham, et le jour où Bellingham se sentira vraiment à l'aise sur ce schéma-là, on pourra vraiment voir un joueur plus impactant avec plus de buts et plus de passes décisives. Et pour finir cette analyse-là, la mauvaise nouvelle de la soirée, avec la blessure grave de Carvajal qui va être out pour cette saison-là, qui s'est fait les ligaments croisés du genou droit, une blessure qui va pas forcément faire plaisir à Ancelotti, surtout en vue de l'effectif qui est pas très fourni à mon avis pour cette saison-là. Je pense évidemment au manque que le Real a cette saison, notamment au milieu de terrain et en défense centrale, avec les départs la saison dernière de Nacho et Kroos qui n'ont pas été malheureusement remplacés. Avec cette blessure-là, on va se retrouver avec Lucas Vázquez qui peut assurer l'intérim, mais à mon avis pas sur toute une saison. Surtout que c'est pas forcément un arrière droit, qui n'a pas forcément les réflexes d'un arrière droit. On l'a vu aussi hier par rapport aussi au match de Tchouaméni qui a pas joué forcément à son poste, et on a vu tout de suite ses lacunes défensives, surtout sur le placement et surtout à chaque repli défensif, on voit que les attaquants de Villarreal arrivaient à chaque fois à sortir dans le dos de Tchouaméni, et ce qui pourrait être vraiment gênant pour les matchs à venir. Donc l'idée qui se pose et les différentes alternatives que le Real a, donc il y a Lucas Vázquez, il y a Militao qui peut jouer aussi arrière droit, mais dans ce cas-là, il va falloir redescendre Tchouaméni, surtout que Alaba aujourd'hui on n'a pas forcément une date par rapport à son retour. Donc que faire et surtout qui recruter. Alors pour le recrutement, je pense qu'il est un peu trop tard pour pouvoir trouver un arrière droit de classe mondiale ou un arrière droit qui a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je pense que pour cette saison-là, va falloir faire avec les moyens du bord, trouver des positions alternatives aux joueurs pour qu'ils puissent jouer en arrière droit.
avant de pouvoir, je pense, recruter un vrai arrière droit la saison prochaine de classe mondiale. Je pense évidemment, et ça c'est mon premier choix, à Achraf Hakimi, qui connaît très bien le club, qui connaît très bien la ville, qui parle déjà la langue et, et, euh, et qui pourra apporter son apport offensif à cette équipe-là. Et je pense bien évidemment aussi à Trent Alexander-Arnold, qui est en fin de contrat. L'avantage d'Arnold, c'est qu'il peut jouer non seulement arrière droit, arrière gauche, mais aussi jouer au milieu de terrain. Donc c'est quelqu'un qui va donner aussi cet apport-là, surtout sur ce côté, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il a un vrai pied, Alexander Arnold, un vrai pied droit, qui peut facilement donner des galettes aux attaquants sur coups de pied arrêtés ou sur des centres, chose qu'on n'a pas forcément en ce moment au Real Madrid. Donc une victoire finalement qui masque un peu les défauts du Real Madrid, les défauts qu'on a pu identifier sur cette vidéo-là. J'espère que cette trêve internationale va donner la possibilité au staff de retravailler sur certains aspects, notamment sur les replis défensifs et sur l'aspect offensif, parce que jusqu'à présent, et les buts qui sont marqués par le Real sont pas forcément des buts qui viennent grâce à des schémas de jeu bien précis ou à des combinaisons. La plupart des buts sont venus grâce à des coups de pied arrêtés ou grâce à par exemple la frappe de Vinicius hier. C'est une frappe venue d'ailleurs et pas forcément quelque chose qui a été travaillé à l'entraînement avec des schémas de jeu bien précis. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire de retour encore une fois par rapport à cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires sur les formats ou sur le type de vidéo que vous voulez voir. Je vais essayer de pouvoir faire des vidéos pardon, un peu plus génériques sur cette trêve internationale. Donc n'hésitez pas à me proposer quelques sujets qu'on pourra aborder tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'encourage vraiment à pouvoir travailler sur des vidéos plus qualitatives. Donc n'hésitez pas à me faire de retour. Merci beaucoup.